Mon père a utilisé sa clé pour faire emménager ma belle-sœur enceinte chez moi. J'ai appelé le 911 et je l'ai fait arrêter pour violation de domicile. Il a réessayé avec un serrurier, à 3 heures du matin. Je l'ai fait arrêter à nouveau. Je dois commencer par dire que je n'aurais jamais imaginé que mon propre père deviendrait le méchant de mon histoire. En grandissant, il était l'homme qui m'avait appris à faire du vélo, qui assistait à chaque pièce de théâtre de l'école, qui a pleuré à ma remise de diplôme universitaire. Mais les gens changent, ou peut-être révèlent-ils simplement qui ils ont toujours été, lorsque les circonstances les y poussent assez fort. Je m'appelle Amanda, et ceci s'est passé il y a 6 mois. J'ai 32 ans, je suis ingénieur en logiciel, et j'avais enfin économisé assez pour acheter ma première maison à Sacramento. Rien d'extraordinaire, juste une modeste maison de plein pied avec 3 chambres, un jardin et un crédit immobilier qui me rendait nerveuse chaque mois. Après des années à vivre en appartement, avoir mon propre espace me semblait être l'accomplissement suprême. J'avais installé mon bureau dans une chambre d'amis que j'avais peinte en vert sauge, et ma suite parentale qui donnait sur le jardin que j'apprenais lentement à entretenir. Les ennuis ont commencé avec mon frère Marcus et sa femme Jennifer. Marcus a 4 ans de moins que moi, et il a toujours été le fils préféré de papa. Là où j'étais indépendante et concentrée sur ma carrière, Marcus était le charmeur qui pouvait se sortir de n'importe quelle situation par la parole. Il a épousé Jennifer il y a 3 ans, et honnêtement, je ne l'ai jamais vraiment appréciée. Elle avait cette façon de jouer les demoiselles en détresse qui me rendait folle, ayant toujours besoin que quelqu'un la sauve de problèmes qu'elle avait elle-même créés. 6 mois après leur mariage, ils ont acheté une maison qu'ils ne pouvaient pas se permettre. Papa les avait prévenus, je les avais prévenus, mais Marcus insistait qu'il était sur le point d'obtenir une grosse promotion qui arrangerait tout. La promotion n'est jamais arrivée. Au lieu de ça, Marcus s'est fait licencier de son poste de commercial. Et Jennifer, qui avait quitté son poste d'assistante administrative parce que le courant ne passait pas avec son patron, s'est soudainement retrouvée enceinte de 6 mois, sans nulle part où aller lorsque les avis de saisie immobilière ont commencé à arriver. Papa m'a appelé un mardi soir, début mars. J'étais en plein milieu du débogage d'un code particulièrement coriace quand mon téléphone a sonné. Amanda, ma chérie, il faut qu'on parle de Marcus et Jennifer, a-t-il dit, sa voix portant ce ton que j'avais appris à reconnaître, le prélude à une demande déraisonnable. Qu'est-ce qu'il y a avec eux? J'ai sauvegardé mon travail et me suis adossé à ma chaise. Ils perdent la maison. Le bébé arrive dans 2 mois et ils n'ont nulle part où aller. C'est terrible, papa. Quel est leur plan? Il y a eu une pause, et je pouvais pratiquement l'entendre choisir ses mots avec soin. Ils ont besoin de rester quelque part temporairement, juste le temps que Marcus trouve un autre travail et qu'il puisse se remettre sur pied. D'accord, donc ils emménagent chez toi et maman. Une autre pause. Le club de lecture de ta mère a envahi la chambre d'amis, et tu sais comment elle est avec son espace personnel. En plus, on a les entrepreneurs qui viennent le mois prochain pour rénover la cuisine. Ça va être le chaos ici. Je voyais où il voulait en venir, et j'ai senti mon estomac se nouer. Papa, non. Amanda, tu as 3 chambres. Tu vis seule dans tout cet espace. C'est mon espace, papa. J'ai travaillé incroyablement dur pour acheter cette maison. Ce n'est pas un refuge familial. Elle est enceinte, Amanda. La femme de ton frère porte ta nièce ou ton neveu, et tu vas les laisser être sans abri? La culpabilisation, c'était un grand classique de papa. Il avait perfectionné cette technique pendant des décennies, et d'habitude, ça marchait avec moi. Mais quelque chose dans sa façon de le dire, cette supposition que mon espace était en quelque sorte une propriété communale, m'a fait camper sur mes positions. Ils ne vont pas être sans abri. Il y a des appartements qu'ils peuvent louer, des motels longue durée, et franchement, c'est la conséquence de leur propre choix. J'avais dit à Marcus de ne pas acheter la maison. Alors, tu les punis pour avoir fait une erreur? Je ne punis personne. Je maintiens des limites. Ma réponse est non. La conversation s'est mal terminée, papa m'accusant d'être égoïste, et moi lui rappelant que j'étais la seule de ses enfants à ne leur avoir jamais demandé d'argent ou de sauvetage financier. Nous ne nous sommes pas parlé pendant une semaine, ce qui, honnêtement, a été un soulagement. Voici le truc avec les limites, certaines personnes ne les reconnaissent pas avant de s'y heurter de plein fouet. Le jeudi suivant, j'étais au travail quand mon téléphone a vibré avec une notification de ma caméra de sécurité. J'avais installé le système Ring en emménageant,
principalement parce qu'il y avait quelques vols de colis dans le quartier. J'ai ouvert l'application, m'attendant à voir un livreur. À la place, j'ai vu le camion de mon père dans mon allée. Mon cœur s'est mis à battre la chamade en le regardant sortir, se diriger vers ma porte d'entrée et sortir une clé. Ma clé, le double que je lui avais donné pour les urgences, explicitement étiquetée comme telle. Quand je la lui avais remise, il avait promis qu'il comprenait que ce n'était que pour les urgences, comme si j'étais hors de la ville et qu'il y avait une fuite de canalisation ou quelque chose du genre. Il a déverrouillé ma porte et est entré. Je suis resté figé à mon bureau pendant environ 30 secondes, mon esprit essayant de comprendre ce que je venais de voir. Puis, j'ai vu la voiture de Marcus arriver. Jennifer est sortie du siège passager, visiblement enceinte dans une robe ample, et Marcus a commencé à décharger des cartons de l'arrière. Ils emménageaient. Pendant que j'étais au travail, mon père les avait laissés entrer dans ma maison pour qu'ils puissent s'installer sans ma permission. La rage qui m'a envahi ne ressemblait à rien de ce que j'avais jamais ressenti. Elle était froide, vive et clarifiante. J'ai attrapé mon téléphone et mon sac, j'ai dit à mon manager que j'avais une urgence, et j'ai conduit jusqu'à chez moi, dépassant probablement la limite de vitesse de 25 km/h tout le long du trajet. Quand je suis arrivé dans mon allée 20 minutes plus tard, la voiture de Marcus était toujours là, maintenant rejointe par une remorque U-Haul. La porte d'entrée était grande ouverte. Je pouvais voir des cartons empilés dans mon entrée, et j'entendais des voix venir de l'intérieur. Je suis entré pour trouver Jennifer en train de diriger Marcus et papa alors qu'ils transportaient une commode vers ma chambre d'amis. Mon sanctuaire vert sauge, si soigneusement peint, était envahi par leurs meubles de chambre. Qu'est-ce qui se passe, bordel ? Ma voix est sortie plus fort que je ne l'avais prévu, résonnant dans la maison. Ils se sont tous les trois tournés pour me regarder. La main de Jennifer s'est posée sur son ventre, dans ce geste protecteur que font les femmes enceintes. Marcus a eu la décence d'avoir l'air mal à l'aise. Papa avait juste l'air agacé que je les ai interrompus. Amanda, calme-toi, a dit papa. On est juste en train de les installer. Les installer dans ma maison. La maison où j'ai explicitement dit qu'ils ne pouvaient pas rester. Tu es déraisonnable, a dit papa, en posant son côté de la commode. C'est la famille. La famille s'entraide. La famille respecte les limites, ai-je dit. Non, papa. C'était une phrase complète. Tu n'as pas le droit de passer outre ma décision en utilisant une clé d'urgence que je t'ai confiée. Jennifer s'est mise à pleurer, sur commande. Je savais que tu me détestais. J'ai dit à Marcus que tu ne voudrais pas de nous ici, mais il n'arrêtait pas de dire que sa sœur n'était pas si cruelle. Ça n'a rien à voir avec toi personnellement, Jennifer. Je dirais non à quiconque essaierait de s'installer chez moi sans permission. C'est une question de consentement et de respect, deux choses qu'aucun de vous ne me montre en ce moment. Marcus a finalement pris la parole. Amanda, on est désespérés. On n'a nulle part où aller. Donne-nous juste quelques mois pour nous organiser. Quelques mois. Tu penses que vous allez trouver un travail, économiser pour les cautions et trouver un nouveau logement en 2 mois avec un nouveau-né? Sois réaliste, Marcus. Ça se transformerait en 6 mois, puis en 1 an, puis indéfiniment, et je n'aurai aucun recours parce que vous auriez établi votre résidence ici. Papa a secoué la tête. Tu as toujours été froide, Amanda. Depuis que tu es adolescente, tu t'es toujours fait passer en premier. Ta mère et moi, on t'a élevé mieux que ça. Quelque chose s'est brisé en moi. Vous m'avez élevé pour que je sois indépendante et autonome. Vous m'avez élevé pour que je travaille dur pour ce que je veux. Vous m'avez élevé pour que je comprenne que les actions ont des conséquences. J'ai appris toutes ces leçons, papa. Tu aurais peut-être dû les enseigner à Marcus aussi. On ne part pas, a dit papa sèchement. Jennifer doit se reposer. Sa grossesse est à risque. Le stress des déménagements n'est pas bon pour le bébé. Tu as la place, et ça va se passer, que ça te plaise ou non. L'audace de cette déclaration m'a coupé le souffle. Je les ai regardés tous les trois, debout dans mon salon, entourés de leurs cartons, organisant essentiellement une prise de contrôle hostile de ma maison, et j'ai pris une décision. J'ai sorti mon téléphone et composé le 911. Amanda, qu'est-ce que tu fais? A demandé Marcus, les yeux écarquillés. J'appelle la police. Vous êtes en violation de domicile. On est de la famille, a gémi Jennifer. Vous êtes des intrus.
Je ne vous ai pas donné la permission d'entrer chez moi ou d'y déposer vos affaires. Le fait que vous soyez de ma famille ne change rien à ça. Papa a fait un pas vers moi. Raccroche ce téléphone tout de suite. J'ai reculé et gardé le téléphone à l'oreille. Quand l'opératrice a répondu, j'ai parlé clairement et calmement. J'ai besoin que la police vienne à ma résidence. Mon père a utilisé la clé que je lui avais donnée pour les urgences afin de laisser des gens s'installer chez moi sans ma permission. Il refuse de partir. Je veux qu'il soit expulsé pour violation de domicile. L'opératrice a demandé mon adresse et a confirmé que les personnes étaient toujours sur la propriété. Elle m'a dit que des officiers étaient en route et de rester en ligne si je ne me sentais pas en sécurité. J'ai dit que j'attendrais dehors et j'ai raccroché. « Tu fais vraiment ça ?» a dit Marcus, l'air choqué. « Tu fais arrêter ton propre père. Je fais expulser un intrus de ma propriété. Tu as fait tes choix, Marcus. Tu as acheté une maison que tu ne pouvais pas te permettre. Vous avez tous les deux démissionné ou perdu vos emplois. Vous n'aviez pas de plan de secours. Ce sont toutes vos décisions, et je ne suis pas obligé de vous tirer des conséquences. » Jennifer sanglotait maintenant. Des sanglots déchirants et traumatisants qui auraient été plus convaincants si je ne l'avais pas vu les activer et les désactiver comme un robinet pendant les dîners de famille, chaque fois qu'elle voulait quelque chose. S'il arrive quelque chose au bébé à cause du stress, ce sera de ta faute. Ce qui est mauvais pour le bébé, c'est d'avoir des parents qui ne planifient rien et qui se sentent en droit de prendre ce qui ne leur appartient pas. J'espère pour le bien de cet enfant que vous grandirez vite tous les deux. Je suis sorti et j'ai attendu sur ma pelouse. Les voisins avaient certainement droit à un spectacle. Madame Chen, la voisine, faisait semblant d'arroser des plantes qui étaient de toute évidence déjà trempées, et je pouvais voir Monsieur Rodriguez regarder à travers les stores de son salon. Papa est sorti. Son visage disait, « Amanda Anne, tu les rappelles tout de suite et tu leur dis que c'était un malentendu. » Ce n'est pas un malentendu, papa. Tu as commis un crime. Tu as utilisé une clé que je t'ai donnée en toute bonne foi pour un but que je n'avais explicitement pas autorisé. C'est, au pire, une effraction, et au mieux, une violation de domicile. Je suis ton père. Alors, agis comme tel. Un père respecte les limites de sa fille. Un père ne manipule pas et ne complote pas pour arriver à ses fins. Un père ne culpabilise pas sa fille d'avoir des limites en premier lieu. 2 voitures de police sont arrivées en moins de 5 minutes. J'avais toujours entendu dire que les temps d'intervention dans mon quartier étaient bons, mais je ne m'attendais pas à ce qu'ils soient si rapides. 2 officiers se sont approchés et j'ai expliqué la situation calmement, pendant que papa, Marcus et Jennifer se tenaient sur mon porche, l'air de se sentir trahis. Les officiers ont écouté l'histoire de tout le monde. Papa insistait qu'il avait une clé, donc il avait le droit d'être là. Je leur ai montré le SMS que je lui avais envoyé quand je lui avais donné la clé pour la première fois, déclarant explicitement que c'était pour les urgences uniquement. Je leur ai montré mon SMS précédent refusant d'héberger Marcus et Jennifer. Je leur ai montré l'enregistrement de la caméra de sécurité de papa s'introduisant chez moi pendant que j'étais au travail. L'officier le plus âgé, dont le badge indiquait officier Patterson, s'est tourné vers mon père. « Monsieur, avoir une clé ne vous donne pas un droit d'entrée légal si la propriétaire a révoqué sa permission. Mademoiselle Mitchell a clairement indiqué que vous n'avez pas la permission d'être ici. Vous devez retirer toutes les affaires que vous avez apportées et quitter la propriété. » C'est ridicule, a bafouillé papa. C'est ma fille. Cela n'a aucune importance aux yeux de la loi, monsieur. C'est sa propriété, et elle vous a demandé de partir. Papa m'a regardé avec quelque chose que je n'avais jamais vu dans ses yeux auparavant. Ce n'était pas seulement de la colère. C'était de la haine. Froide et acérée. Tu es morte pour moi. Tu comprends ça? Si tu fais ça, c'est fini entre nous. Je n'ai plus de fille. Les mots auraient dû me faire plus mal qu'ils ne l'ont fait. Peut-être que j'étais en état de choc. Peut-être que j'avais déjà fait le deuil du père que je pensais avoir, au moment où je l'ai vu déverrouiller ma porte sans permission. Si c'est ce que tu ressens, alors pars et rends-moi ma clé. Pendant un instant, j'ai cru qu'il allait refuser, mais l'officier Patterson s'est approché. Monsieur, la clé. Papa a arraché le trousseau de sa poche et l'a jeté par terre à mes pieds. Puis il s'est retourné et a commencé à ramener les cartons à la voiture de Marcus. Jennifer pleurait toujours, réconfortée par le jeune officier,
qui avaient l'air profondément mal à l'aise avec toute la situation. Il leur a fallu 40 minutes pour retirer tout ce qu'ils avaient apporté. Les officiers sont restés tout le temps, supervisant le déménagement comme l'équipe de déménageurs la plus gênante du monde. Les voisins étaient définitivement sortis maintenant, certains faisant semblant de vérifier leur courrier, d'autres regardant simplement le drame se dérouler ouvertement. Quand le dernier carton a été chargé, Marcus s'est arrêté près de sa voiture. « J'espère que tu es heureuse, Amanda. Tu viens de mettre ta belle-sœur enceinte à la rue. » « Je ne t'ai mis à la rue en rien, Marcus. Tu t'es mis toi-même à la rue en achetant une maison que tu ne pouvais pas te permettre, puis en perdant tes revenus. Ce sont tes choix, pas les miens. Chaque décision que tu as prise a mené à ce moment. Assume-le. » Ils sont partis. Papa ne m'a même pas regardé en montant dans son camion et en les suivant. L'officier Patterson m'a donné un numéro de dossier. « Madame, je vous recommanderais de changer vos serrures ce soir, juste par sécurité, et peut-être de vous demander s'il y a d'autres clés en circulation dont vous devriez vous préoccuper. »« Puis-je porter plainte ?» ai-je demandé. Il a hésité. « Vous pourriez, mais étant donné que c'est familial et que le procureur verrait qu'il avait une clé, même si son entrée n'était pas autorisée, il est peu probable que ça aille loin. Mais le rapport est déposé et il sera dans les dossiers si autre chose se produit. » Autre chose ? Les mots me sont restés en tête alors que je regardais les voitures de police s'éloigner. Je suis rentré, j'ai regardé ma maison violée, mon espace perturbé, et je me suis senti épuisé. Mais j'ai aussi ressenti autre chose, de la fierté. J'avais tenu bon sur ma limite. Ça avait été désordonné, dramatique, et ça avait probablement endommagé mes relations familiales de façon permanente, mais j'avais tenu la ligne. J'ai appelé une entreprise de serrurerie et j'ai payé un supplément pour un service le jour même. Un type nommé Tom est arrivé en moins de 2 heures et a changé toutes les serrures de la maison, y compris la porte du garage et le portail arrière. Je lui ai donné un généreux pourboire pour le travail en urgence. Ma mère a appelé ce soir-là. « Amanda, comment as-tu pu faire ça à ton père ? » ?»« Maman, il est entré par effraction chez moi. Il avait une clé d'urgence qu'il a utilisée sans permission. Il a trahi ma confiance. Jennifer est enceinte de 7 mois, Amanda. Elle a besoin du soutien de sa famille. Alors, elle aurait dû y penser avant qu'il ne prenne de terribles décisions financières. Je ne suis pas responsable de la résolution des problèmes que d'autres adultes ont créés pour eux-mêmes. Maman s'est mise à pleurer. Elle avait toujours été la pacificatrice, celle qui arrangeait les choses, et je venais de créer un conflit qu'elle ne pouvait pas arbitrer. Ton père est si blessé. Il ne veut même pas parler de toi. Il a enlevé tes photos de remise de diplôme. Les photos de remise de diplôme ? Ça a piqué un peu. Je suis désolé qu'il soit blessé, maman. Mais ce qu'il a fait était mal. Il ne m'a pas respecté, ni ma maison, ni mes décisions. J'ai le droit d'avoir des limites, même avec la famille. Surtout avec la famille. Je ne comprends tout simplement pas comment tu peux être si froide. Ce n'est pas de la froideur que de se protéger, maman. S'il te plaît, essaie de comprendre ça. Elle a raccroché sans dire au revoir. Au cours des jours suivants, j'ai reçu des SMS de divers oncles et tantes. La plupart me disaient que j'avais réagi de manière excessive, que la famille était censée rester soudée, que j'étais égoïste. Ma cousine, qui s'appelle aussi Amanda, a été la seule à envoyer un message de soutien. Bravo à toi d'avoir tenu bon. Ils ont complètement dépassé les bornes. Je pensais que c'était la fin. Papa avait fait sa déclaration dramatique sur le fait de me renier. Marcus et Jennifer avaient trouvé un autre endroit où aller, j'ai appris plus tard qu'ils avaient emménagé chez papa malgré toutes ces protestations concernant le club de lecture de maman et la rénovation. Et j'avais changé mes serrures. Crise résolue. Famille fracturée. La vie continue. J'avais tort. 2 semaines plus tard, un samedi soir, à 3 heures du matin, je me suis réveillé au son de voix à l'extérieur de ma maison. J'ai attrapé mon téléphone et ouvert l'application de la caméra de sécurité, le cœur battant déjà la chamade, parce que rien de bon n'arrive à 3 heures du matin. Mon père était sur mon porche avec un serrurier. Je n'en croyais pas mes yeux. Le serrurier avait une perceuse et commençait littéralement à travailler sur la serrure de ma porte d'entrée. Papa se tenait là avec une lampe de poche, lui montrant où percer.
La rage d'il y a 2 semaines est revenue en force, mais cette fois-ci, elle était mêlée d'incrédulité. Il était vraiment revenu, après avoir été averti par la police, après le reniement dramatique, après tout. Il avait vraiment engagé un serrurier en pleine nuit pour s'introduire à nouveau chez moi. Je n'ai pas hésité cette fois. J'ai appelé le 911 immédiatement. C'est Amanda Mitchell. J'appelle pour signaler un cambriolage en cours à mon domicile. Mon père, qui a déjà été averti par la police pour violation de domicile, est actuellement sur ma propriété avec un serrurier, tentant de s'introduire par effraction dans ma maison. Le ton de l'opératrice a changé instantanément quand j'ai dit cambriolage en cours. Elle m'a gardé en ligne, et je pouvais l'entendre envoyer des unités en priorité. Je suis resté dans ma chambre, porte verrouillée, regardant la caméra pendant que le serrurier continuait de percer. Ils ont réussi à ouvrir la serrure. J'ai regardé mon père pousser ma porte d'entrée comme s'il avait remporté une sorte de victoire. Le serrurier avait l'air mal à l'aise, réalisant probablement qu'on lui avait raconté une histoire qui ne tenait pas la route. Puis ils se sont tous les deux figés, car le son des sirènes était soudainement très proche, très fort. Des lumières rouges et bleues ont inondé mon jardin. Cette fois, 4 officiers sont intervenus. Je suis descendu alors qu'ils ordonnaient à papa et au serrurier de s'éloigner de la porte avec les mains visibles. L'officier Patterson était de nouveau là. Il m'a reconnu immédiatement. Mademoiselle Mitchell, je me souviens de vous. Est-ce le même individu que lors de l'appel précédent? Oui, officier. C'est mon père. Il a utilisé le serrurier pour entrer par effraction parce que j'ai changé les serrures après la dernière fois. La mâchoire de Patterson s'est crispée alors qu'il se tournait vers papa. Monsieur, nous vous avons parlé il y a 2 semaines de la violation de domicile. Vous avez été clairement informé que vous n'aviez pas la permission d'être sur cette propriété. Pouvez-vous expliquer ce que vous faites ici à 3 heures du matin avec un serrurier? Papa s'est redressé. C'est une affaire de famille. Mon fils et sa femme enceinte ont besoin d'un endroit où rester. Amanda est déraisonnable et cruelle. En tant que son père, j'ai le droit de m'assurer que ma famille est prise en charge. Non, monsieur, vous ne l'avez pas. Vous n'avez aucun droit légal d'entrer dans cette propriété sans la permission de la propriétaire, quelle que soit votre relation familiale. L'effraction est un crime, même s'il s'agit de la maison de votre fille. Le serrurier, un homme d'âge mûr qui avait l'air de vouloir désespérément être n'importe où ailleurs, a pris la parole. Il m'a dit que c'était sa maison et qu'il s'était enfermé dehors. Il a dit qu'il logeait chez de la famille et avait accidentellement laissé ses clés à l'intérieur. Je n'ai pas demandé de pièce d'identité parce qu'il était 3 heures du matin et il semblait sincère. Ce n'est pas l'adresse de mon père, ai-je dit. Il habite à l'autre bout de la ville. Il vous a menti pour que vous entriez par effraction chez moi pour lui. Le visage du serrurier est devenu blême. Je ne savais pas. Je jure que je pensais que c'était légitime. Il était calme, il avait l'adresse, il ressemblait à un cas de dépannage normal. Je n'aiderai jamais sciemment quelqu'un à s'introduire chez quelqu'un d'autre. Monsieur, vous n'êtes accusé de rien, a dit l'officier Patterson. Mais vous devriez peut-être demander une pièce d'identité et vérifier la propriété à l'avenir avant de percer la serrure de quelqu'un à 3 heures du matin. Ils ont arrêté mon père. Pas seulement un avertissement cette fois, pas seulement une demande de partir. Ils lui ont mis les menottes et lui ont lu ses droits pendant qu'il bafouillait sur la loyauté familiale et les filles ingrates. Ils l'ont mis à l'arrière d'une voiture de police pendant que mes voisins regardaient depuis leurs fenêtres. Avant de l'emmener, il m'a regardé droit dans les yeux à travers la vitre de la voiture. Tu le regretteras, Amanda. Tu détruis cette famille. Tu l'as détruite quand tu as décidé que tes désirs étaient plus importants que mes droits, ai-je dit, assez fort pour qu'ils m'entendent à travers la vitre. Ils l'ont conduit à la prison du comté. J'ai fait ma déposition, fourni les enregistrements de sécurité des 2 incidents, et l'officier Patterson m'a dit que j'avais un dossier solide si je voulais porter plainte cette fois. Est-ce que ça tiendra, ai-je demandé. Étant donné que c'est le 2e incident, qu'il a été averti auparavant, et qu'il a recruté quelqu'un d'autre pour l'aider à commettre un crime, oui, le procureur engagera des poursuites. Il risque au minimum une effraction, voire un cambriolage, selon la manière dont le procureur voudra présenter les choses. J'ai porté plainte. Les 48 heures suivantes ont été surréalistes. J'ai dû prendre des jours de congé pour m'occuper de tout, ce que mon manager a étonnamment bien compris une fois que je lui ai expliqué la situation en termes vagues.
Urgence familiale couvrait une multitude de péchés, et je n'étais pas prête à admettre à mes collègues que j'avais fait arrêter mon propre père pour s'être introduit chez moi. J'ai passé le lundi matin au poste de police à examiner des photos et à signer des documents supplémentaires. L'inspectrice chargée de mon cas, une femme nommée Sarah Vega qui semblait avoir la quarantaine, s'est assise avec moi dans une petite salle d'interrogatoire qui sentait le café rassis et le nettoyant industriel. J'ai vu beaucoup de choses dans ce métier, a dit l'inspectrice Vega en sortant un calepin, mais les affaires de famille sont toujours les plus difficiles. Racontez-moi l'historique de votre relation. Votre père a-t-il déjà montré des tendances violentes? Un passé de non-respect de vos limites? J'y ai réfléchi attentivement. Rien d'aussi extrême, mais en y repensant, il y avait des schémas. Il a toujours supposé qu'il savait ce qui était le mieux pour tout le monde. Quand j'étais à l'université, je voulais me spécialiser en informatique, et il a passé des mois à essayer de me convaincre de faire des études de commerce à la place, parce que c'était plus pratique pour une femme. Il débarquait à mon appartement sans prévenir quand j'avais la vingtaine, il entrait simplement si j'avais laissé la porte déverrouillée. Je lui disais d'appeler d'abord, et il en riait, en disant que les parents n'ont pas besoin de permission pour voir leurs enfants. L'inspectrice Vega a hoché la tête en écrivant. Des problèmes de contrôle, masqués en inquiétude. Un schéma classique. Et votre frère? Est-ce qu'il se plie généralement aux volontés de votre père? Marcus a toujours été le favori. Quoi que papa veuille, Marcus suivait, même quand c'était clairement une mauvaise idée. J'ai fait une pause, me souvenant de quelque chose. En fait, quand Marcus a acheté cette maison qu'ils viennent de perdre, papa a co-signé le prêt. Il m'a dit plus tard qu'il avait des réserves, mais Marcus était si excité et papa ne voulait pas briser ses rêves. Alors, au lieu de fixer une limite, papa l'a encouragé, et maintenant ils en paient tous les deux le prix. Et votre mère, où se situe-t-elle dans tout ça? Maman est une pacificatrice. Elle déteste les conflits. Elle fera n'importe quoi pour arranger les choses, même si cela signifie demander à la personne qui a été lésée de simplement laisser tomber pour le bien de l'harmonie familiale. Je l'aime, mais elle n'a jamais tenu tête à papa de manière significative. L'inspectrice Vega a posé son stylo et m'a regardé droit dans les yeux. Mademoiselle Mitchell, je veux que vous compreniez quelque chose. Ce que votre père a fait n'était pas juste un comportement familial inapproprié. C'était criminel. Le fait qu'il soit revenu une deuxième fois, après avoir été averti par des officiers, après que vous ayez changé vos serrures, montre une escalade. Il a engagé une tierce personne et a menti à cette personne pour accéder à votre domicile. Cela démontre une planification et une intention. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je veux dire que ce schéma aurait pu continuer si vous aviez reculé après le premier incident. Si vous aviez reculé après le second, à quoi aurait ressemblé le troisième incident? Aurait-il attendu que vous soyez à la maison? Y aurait-il eu une confrontation? J'ai travaillé sur des cas de violence domestique où des membres de la famille se sentaient en droit d'accéder à la maison de quelqu'un, et cela peut dégénérer en situation dangereuse. Un frisson m'a parcouru. Je n'y avais pas pensé en ces termes. J'étais tellement concentré sur la violation des limites que je n'avais pas considéré l'aspect de la sécurité physique. Je n'essaie pas de vous faire peur, a poursuivi l'inspectrice Vega. Mais j'essaie de vous faire comprendre que le recours à la justice n'était pas une réaction excessive. C'était approprié, et cela a peut-être empêché une nouvelle escalade. J'ai quitté le poste de police en me sentant justifié, mais aussi secoué. Les mots de l'inspectrice n'arrêtaient pas de tourner dans ma tête. À quoi aurait ressemblé le troisième incident? Cet après-midi-là, on a sonné à ma porte. J'ai d'abord vérifié la caméra, une habitude que j'avais développée, et j'ai vu Jennifer debout sur mon porche, seule, visiblement enceinte, l'air épuisé. J'ai hésité à répondre, mais la curiosité l'a emporté. J'ai ouvert la porte, mais je ne l'ai pas invitée à entrer, restant dans l'encadrement avec la main sur le cadre. Amanda, a-t-elle dit, et sa voix était différente. Pas de larmes, pas de drame. Elle avait juste l'air fatiguée. On peut parler? Ça dépend de ce dont tu veux parler. Je voulais m'excuser. Cela m'a prise au dépourvu. T'excuser. Jennifer a changé de pied, une main soutenant le bas de son dos. Puis-je m'asseoir? Rester debout trop longtemps me fait mal au dos. J'ai hésité, puis je me suis écarté. 5 minutes. Elle s'est installée sur mon canapé avec un soupir de gratitude.
De près, je pouvais voir les cernes sous ses yeux, la tension sur son visage. La grossesse lui pesait clairement. Je ne savais pas ce que ton père prévoyait, a-t-elle commencé, la première fois. Je veux dire, Marcus m'a dit que tu avais dit oui, que tu avais changé d'avis sur le fait que nous restions ici. Je l'ai cru parce que je voulais le croire. Nous étions désespérés, et je n'ai pas posé trop de questions. Mais tu savais que j'avais initialement dit non. Oui, et j'aurais dû insister pour l'entendre directement de toi. J'ai laissé Marcus me convaincre que c'était bon, que la famille arrange les choses, que tu finirais par accepter. Elle a baissé les yeux sur ses mains. J'ai beaucoup fait ça ces derniers temps. Laisser les autres prendre des décisions pour moi. Suivre des plans qui semblent bons sans penser aux conséquences. Pourquoi me dis-tu ça? Parce que tu avais raison sur tout. Marcus et moi avons pris de terribles décisions. Nous avons acheté une maison que nous ne pouvions pas nous permettre parce que tout le monde autour de nous achetait des maisons et nous ne voulions pas nous sentir à la traîne. J'ai quitté mon travail pour un conflit de personnalité que j'aurais pu surmonter. Marcus a refusé un poste stable pour un emploi de commercial plus risqué avec un potentiel de commission plus élevé qui ne s'est jamais concrétisé. Et au lieu de faire face à nos erreurs et de les gérer, nous avons cherché d'autres personnes pour nous sauver. Je me suis assise dans le fauteuil en face d'elle, surprise par cet aveu. Qu'est-ce qui a changé? Vivre avec tes parents a changé. Ton père est furieux tout le temps. Il s'en prend à tout le monde, mais surtout à Marcus. Il reparle de la maison constamment, comme si Marcus l'avait écouté, rien de tout ça ne serait arrivé. Peu importe qu'il ait co-signé le prêt, tout est de la faute de Marcus, et il s'assure que Marcus le sache. Ta mère essaie de maintenir la paix, mais elle est stressée aussi. Et je suis coincé au milieu de tout ça, enceinte de presque 8 mois maintenant, à regarder mon mari se faire démolir quotidiennement par son propre père. Elle m'a regardé avec quelque chose qui aurait pu être du respect. Toi, tu t'en es sorti. Tu as fixé des limites et tu les as fait respecter, même quand ça t'a coûté cher. Marcus me raconte des histoires de votre enfance, sur la façon dont ton père était toujours contrôlant, devait toujours avoir le dernier mot. Mais tu es la seule qui lui ait jamais vraiment tenu tête. Ça ne ressemble pas à une victoire, ai-je admis. Peut-être pas, mais c'est mieux que ce que nous avons. Marcus et moi avons parlé, vraiment parlé, pour la première fois depuis des mois. On ne peut pas continuer à vivre comme ça. On doit trouver notre propre voie, sans attendre que ton père ou qui que ce soit d'autre nous sauve. Elle s'est levée avec difficulté. Je ne te demande rien. Je voulais juste que tu saches que ce qui s'est passé n'était pas de ta faute. Tu avais tout à fait le droit de protéger ta maison et tes limites. Je suis désolé que nous t'ayons mise dans cette position. Après son départ, je suis resté assise sur mon canapé pendant un long moment, à digérer la conversation. Ça ne changeait pas ce qui s'était passé. Ça ne rendait pas la blessure ou la fracture familiale moins réelle, mais ça a changé quelque chose en moi, de savoir qu'au moins une personne comprenait. Le lendemain, j'ai reçu un appel d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Quand j'ai répondu, une voix professionnelle s'est présentée comme Laura Morrison, une journaliste du Sacramento Bee. Mademoiselle Mitchell, je travaille sur un article concernant les problèmes de limites familiales et le système judiciaire. Je crois savoir que vous avez récemment fait arrêter un membre de votre famille pour violation de domicile. Seriez-vous prête à me parler de votre expérience? Mon estomac s'est noué. Comment avez-vous eu mon nom? Dossier public. Le rapport d'arrestation et les accusations qui en découlent font partie du domaine public. Je m'intéresse à la question plus large du sentiment de droit familial et de la manière dont le système juridique traite les violations de limites domestiques. Je ne suis pas intéressé à faire partie d'un article de presse. Je comprends que c'est sensible, mais votre cas met en lumière un problème important auquel beaucoup de gens sont confrontés. Des membres de la famille qui se sentent en droit de passer outre l'autonomie de quelqu'un, et la difficulté de faire respecter des limites avec les personnes auxquelles vous êtes apparentés. Votre histoire pourrait aider d'autres personnes dans des situations similaires. Ou ça pourrait faire de moi la méchante virale que tout le monde juge pour avoir fait arrêter son père. Non merci. Laura était persistante. Je pourrais garder votre nom anonyme si vous préférez, mais je pense qu'il y a de la valeur à montrer que faire respecter ses limites, même avec sa famille, est parfois nécessaire. Le fait que votre père soit revenu une deuxième fois montre un schéma qui pourrait aider à illustrer. J'ai raccroché. Puis j'ai immédiatement appelé l'inspectrice Vega.
Y a-t-il un moyen d'éviter que cela ne paraisse dans la presse, ai-je demandé après avoir expliqué l'appel de la journaliste. L'arrestation elle-même est un dossier public, a-t-elle dit. Mais vous n'êtes pas obligé de parler aux journalistes. Si elle vous contacte à nouveau, refusez simplement de commenter. Très probablement, sans votre coopération, elle n'aura pas assez de matière pour un article convaincant, et elle passera à autre chose. Elle avait raison. Laura Morrison a appelé 2 fois de plus au cours des jours suivants, et j'ai refusé les 2 fois. Finalement, les appels ont cessé. J'ai consulté le site du Sacramento Bee de manière obsessionnelle pendant une semaine, mais aucun article n'est jamais paru. Pendant ce temps, la pression familiale continuait de monter. Mon oncle Robert, le frère aîné de papa, s'est présenté chez moi un jeudi soir. Je l'ai vu à travers la caméra et j'ai envisagé de ne pas répondre, mais oncle Robert avait toujours été relativement raisonnable. J'ai ouvert la porte. « Je ne suis pas là pour te crier dessus », a-t-il dit, en levant les mains. « Mais je veux parler. Je peux entrer ?» Nous nous sommes assis dans mon salon et oncle Robert m'a étudié pendant un long moment. « Ta grand-mère aurait été fière de toi », a-t-il finalement dit. Ce n'était pas ce à quoi je m'attendais. Quoi? Ma mère, la mère de ton père, c'était une sacrée femme. Elle ne tolérait aucune bêtise de personne, y compris de mon père, ce qui était inhabituel pour les femmes de sa génération. Ton père tient son entêtement d'elle. Mais quelque part en chemin, il a oublié l'autre moitié de ce qu'elle nous a appris, que la force, c'est savoir quand tenir bon, mais aussi savoir quand on a tort. Papa pense qu'il est des Marcus. Oh, je sais ce que ton père pense. Il m'appelle tous les jours, fulminant sur ton ingratitude, comment tu as détruit la famille, comment il essayait juste d'aider son fils. Mais voici ce que je lui ai dit, et ce que je vais te dire, il avait tort. Complètement tort. Cette maison est à toi. Tu as travaillé pour elle. Tu l'as achetée. Et ce qu'il a fait était criminel. Pas métaphoriquement. Littéralement criminel. J'ai senti les larmes me piquer les yeux. Merci. Ne me remercie pas tout de suite. Je vais te donner une vérité difficile aussi. Ce drame familial, ça va durer des années. Ton père ne s'excusera pas. Il est constitutionnellement incapable d'admettre qu'il a tort, surtout sur quelque chose d'aussi gros. Ta mère va continuer d'essayer de vous réconcilier, ce qui signifie qu'elle va continuer de te presser pour que tu sois celle qui cède. Marcus et Jennifer vont avoir des difficultés, et chaque fois qu'ils en auront, quelqu'un dans la famille mentionnera comment tu aurais pu l'éviter. Ce n'est pas exactement encourageant. Je n'essaie pas de t'encourager. J'essaie de te préparer. Tenir bon est la bonne chose à faire, mais ce n'est pas la chose facile. Il y aura un coup, et tu dois accepter ce coup et décider que ça en vaut la peine. Est-ce que ça en vaut la peine? J'ai pensé à la question de l'inspectrice Vega sur ce à quoi aurait pu ressembler le 3e incident. J'ai pensé au visage de mon père quand il a jeté mes clés à mes pieds, à la haine dans ses yeux. J'ai pensé à la paix que j'avais ressentie dans ma maison avant tout ça, et à la violation que j'avais ressentie en le voyant déverrouiller ma porte sans permission. Oui, ai-je dit fermement. Ça en vaut la peine. Oncle Robert a hoché la tête. Bien. Alors, tiens-toi à tes positions, et sache que tout le monde dans la famille ne pense pas que tu es la méchante ici. Nous sommes juste plus discrets que ceux qui le pensent. Après son départ, j'ai réalisé que le soutien, quand il venait, était souvent discret et privé. Les gens ne voulaient pas se retourner publiquement contre papa, mais ils me contactaient individuellement pour me faire savoir qu'ils comprenaient. Ce n'était pas la justification familiale écrasante que j'aurais pu espérer, mais c'était quelque chose. L'audience préliminaire était prévue 3 semaines plus tard. La procureure, une femme brillante nommée Diana Chen, m'a rencontré au préalable pour passer en revue mon témoignage. Ça devrait être simple, a-t-elle dit. Nous avons les rapports de police des 2 incidents, les enregistrements de sécurité, la déclaration du serrurier. L'avocat de votre père essaiera de présenter cela comme un malentendu familial, en insistant lourdement sur l'angle du pauvre père, mais légalement, il n'a aucune base solide. Devrais-je témoigner? Probablement pas. Son avocat sait que les preuves sont accablantes. Je m'attends à ce qu'il accepte l'accord de plaider coupable que nous avons offert, mais s'il insiste pour aller au procès, oui, vous devrez témoigner. La pensée d'être assise dans une salle d'audience face à mon père, d'avoir à tout raconter devant des étrangers, me retournait l'estomac.
Et s'il accepte l'accord, alors c'est fini. Il sera condamné, purgera sa détention à domicile, et l'ordonnance d'éloignement sera mise en place. Vous n'aurez plus à le voir ni à lui parler. Ça devrait me rendre heureuse, ai-je dit. Alors, pourquoi est-ce que je me sens si mal? L'expression de Diana Chen s'est adoucie. Parce que c'est votre père, et qu'une partie de vous veut toujours qu'il soit le papa dont vous vous souvenez de votre enfance. Mais cette version de lui, si elle a jamais vraiment existé, n'est pas qui il est maintenant. L'homme qui s'est introduit chez vous 2 fois n'agit pas par amour. Il agit par besoin de contrôle. Mon téléphone a commencé à sonner à 6 heures du matin, le jour de l'audience préliminaire. C'était maman, hystérique. Ton père est en prison, Amanda. En prison. Comment as-tu pu laisser ça arriver? Je n'ai rien laissé arriver, maman. Il est de nouveau entré par effraction chez moi. Après avoir été averti par la police, il a engagé un serrurier pour percer mes serrures à 3 heures du matin. Il est ton père. Et je suis sa fille, et il est censé me respecter. Pourquoi sa relation avec moi est-elle plus importante que la mienne avec lui? Pourquoi dois-je accepter d'être violée et manquer de respect parce que nous sommes parents? Elle n'avait pas de réponse à ça. Elle a juste continué à pleurer et à me dire que je devais abandonner les charges. Quand j'ai refusé, elle m'a raccroché au nez. Marcus a appelé 1 heure plus tard. Amanda, tu dois abandonner les charges. Papa pourrait aller en prison. Papa aurait pu ne pas s'introduire chez moi 2 fois. Il essayait de nous aider. La grossesse de Jennifer devient plus difficile. Le médecin veut qu'elle se ménage. Nous avons besoin de stabilité et tu as l'espace. Ce n'est pas mon problème, Marcus. Ça n'a jamais été mon problème. Vous avez créé cette situation et maintenant vous essayez tous de me rendre responsable de sa résolution. J'en ai assez d'être le bouc émissaire de la famille. Tu déchires la famille. Non, je tiens les gens pour responsables de leurs actes. Il y a une différence, même si tu ne la vois pas. Le processus judiciaire a été plus rapide que prévu. Papa a été mis en accusation, a plaidé non coupable, et a été libéré sous caution, que maman a payé en contractant un prêt sur leur maison. Le procureur lui a offert un accord, plaidé coupable de tentative de cambriolage, purgé 6 mois de détention à domicile avec un bracelet électronique, 3 ans de probation, et une ordonnance d'éloignement lui interdisant de s'approcher à moins de 150 mètres de moi ou de ma propriété. Selon Marcus, qui m'a appelé pour me crier dessus à ce sujet, papa voulait aller au procès, insistant qu'aucun jury ne condamnerait un père essayant d'aider sa famille. Son avocat lui aurait apparemment dit qu'avec les rapports de police, les enregistrements de sécurité et le témoignage du serrurier, qui avait depuis réalisé qu'il avait été dupé, il serait absolument reconnu coupable et risquerait probablement une peine de prison ferme plutôt qu'une détention à domicile. Papa a accepté l'accord de plaider coupable. La famille s'est nettement divisée en 2. Maman, Marcus, Jennifer et la plupart de la famille du côté de papa ont complètement cessé de me parler. Plusieurs oncles et tantes m'ont envoyé des messages allant de la déception à l'hostilité pure et simple. On m'a traité de froide, sans cœur, cruelle, égoïste et impitoyable. Un oncle m'a dit que je devrais avoir honte de me dire chrétienne, ce qui était particulièrement ironique puisque je ne l'avais jamais prétendu. Mais ma cousine Amanda m'a soutenu. Tout comme la sœur de ma mère, tante Carole, qui m'a envoyé un long email me disant à quel point elle était fière que je me sois défendu. Quelques cousins du côté de maman m'ont contacté en privé pour dire qu'ils me soutenaient, même s'ils ne pouvaient pas le faire publiquement à cause du drame familial. Jennifer a eu son bébé environ 6 semaines plus tard, une fille qu'ils ont nommée Scarlett. Je l'ai appris via Facebook, pas par une annonce personnelle. Les commentaires sur l'annonce de naissance étaient remplis de gens les félicitant et faisant des remarques pointues sur la vraie famille et les gens qui se soucient vraiment. Je n'ai pas réagi. J'ai simplement masqué la publication et continué ma vie. Papa a purgé sa détention à domicile. Selon les rumeurs familiales qui me parvenaient encore occasionnellement par Amanda, il était amer et en colère tout le temps, insistant qu'il avait été piégé par une fille ingrate et une procureure trop zélée. Pas une seule fois, d'après ce que j'ai entendu, il n'a reconnu avoir fait quelque chose de mal. L'ordonnance d'éloignement est toujours en vigueur. Je l'ai renouvelée lorsqu'elle est arrivée à expiration, et je continuerai de la renouveler aussi longtemps que je le pourrai. Papa n'a fait aucune tentative pour me contacter, mais selon Amanda, il parle de moi aux réunions de famille, toujours comme la méchante de son histoire,
la fille au cœur de pierre qu'il a mise en prison pour avoir essayé d'aider son fils. Marcus et Jennifer vivent toujours chez mes parents. L'arrangement temporaire approche maintenant d'1 an. Jennifer a trouvé un travail à temps partiel dans un magasin, et Marcus fait une sorte de travail en freelance qui ne paie pas bien. Ils ne gagnent pas assez pour économiser pour leur propre logement, surtout maintenant avec un bébé. Papa se plaint qu'ils soient là, mais refuse de les mettre dehors. Probablement parce que cela s'apprête son récit selon lequel ils avaient désespérément besoin d'aide. Moi, je vais très bien. Ma maison est toujours la mienne. Mon espace est toujours protégé. Et j'ai appris quelque chose de précieux sur les limites et la famille. J'ai appris que le simple fait que des gens soient vos parents ne leur donne pas le droit de violer votre autonomie. J'ai appris que se protéger n'est pas égoïste, même quand les gens vous disent que ça l'est. J'ai appris que parfois, la famille que l'on choisit est plus solidaire que la famille dans laquelle on est né. J'ai aussi appris à être très sélective quant aux personnes qui reçoivent les clés de ma maison. De nos jours, seule ma cousine Amanda en a une. Et même ça, il m'a fallu des mois pour me sentir à l'aise avec. Parfois, tard le soir, je me demande si j'ai réagi de manière excessive. Si j'aurais juste dû les laisser rester quelques mois, si maintenir la paix aurait été plus facile que de gérer les retombées de ma fermeté. Mais ensuite, je me souviens avoir vu mon père déverrouiller ma porte sans permission, le voir diriger Marcus et Jennifer pour qu'ils s'installent dans mon espace comme si c'était à lui de le donner. Et je sais que j'ai fait le bon choix. On ne peut pas faire de compromis sur le droit de quelqu'un à violer vos limites. Soit il vous respecte, soit il ne vous respecte pas. Mon père a choisi de ne pas me respecter, 2 fois. Il a choisi sa fierté et la commodité de son fils préféré plutôt que l'autonomie de sa fille. C'était ses choix, pas les miens. L'ordonnance d'éloignement expire dans 2 ans. Je la renouvellerai. Pas par colère, plus maintenant, mais parce que j'ai construit une vie qui me semble sûre et sécurisée, et je ne suis pas prête à risquer cette sécurité pour des gens qui ont prouvé qu'ils ne la respectent pas. Un collègue m'a demandé récemment si je regrettais d'avoir fait arrêter mon père. J'y ai réfléchi un moment avant de répondre. Je regrette que cela ait été nécessaire, ai-je finalement répondu. Je regrette qu'il m'ait mise dans une position où c'était le seul moyen de me protéger. Mais je ne regrette pas de l'avoir fait. Je le referai, et je le referai à chaque fois, parce que j'ai enfin appris la leçon qu'il m'a fallu 32 ans pour comprendre. Parfois, la chose la plus courageuse et la plus aimante que vous puissiez faire, c'est de refuser de vous immoler par le feu pour tenir quelqu'un d'autre au chaud. Même si ce quelqu'un est votre père.